L'étrange couleur des larmes de ton corps est un long métrage belgo-franco-luxembourgeois de 2014 écrit et réalisé par Hélène Catet et Bruno Forzani, un couple de cinéastes débordants de créativité et qui ont signé jusque-là un seul long métrage, Amer sorti en 2009, ainsi que 8 courts métrages. Meilleur long métrage à l'édition 2013 du Paris International Fantastic Film Festival, l'étrange couleur des larmes de ton corps est très difficile à rentrer dans une case, et oui, car entre thriller, drame, horreur, fantastique ou encore érotique, le film brasse effectivement pas mal de styles différents, ce qui rend sa classification assez hasardeuse. Non, mais tu t'emmerdes pour rien là, Anarchiked. L'étrange couleur des larmes de ton corps est un giallo, tout le monde le sait. Un giallo, tu dis. Le giallo, tout comme le cinéma de trance, est un genre cinématographique regroupant sous sa bannière des œuvres originales et pour le moins étranges. Principalement italiennes, celles-ci frôlent les frontières du policier, de l'horreur / épouvante, ainsi que de l'érotisme. Mais si l'on s'intéresse de près à la littérature, art qui va de pair avec le cinéma, on découvre vite que le terme giallo veut dire jaune, et désigne en Italie le roman policier. Car la couleur jaune, vous le savez, c'est la couleur de la lumière, de la vérité. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez un quelconque mystère à résoudre concernant le 7e art, vous savez où trouver. Si jamais un jour vous regardez un giallo sans en avoir la certitude, dites-vous qu'on reconnaît les gialli, C'est comme ça qu'on dit au pluriel. grâce à quelques gimmicks notables. De grandes scènes de meurtre excessivement sanglantes, une mise en scène esthétisée à l'extrême et tout à fait inhabituelle, ainsi qu'une musique du même acabit. J'en veux pour preuve le travail de Dario Argento, son plus éminent représentant, dont tout le monde pense qu'il fait des films d'horreur, alors que pour la plupart, ce sont des giallo. Des gialli. Ah, fichtre. Fraîchement débarqué d'un voyage d'affaires ayant pour objet la téléphonie, le Danois Dan Christensen revient à son appartement. À peine a-t-il laissé un message téléphonique à son épouse pour la prévenir de son retour, qu'il grimpe déjà dans un taxi direction le vieil immeuble bruxellois où sa vie suit habituellement son cours. Vitraux de cathédrale, escaliers immenses, luminaires et tapisseries anciens, le lieu est sombre, inquiétant et semble receler de nombreux secrets. Et comme pour l'heure nous n'en connaissons aucun, poursuivons. Dan, C'est marrant parce qu'il s'appelle Dan et il est danois. Dan, disais-je, chemine en grande hâte vers la porte de son appartement, mais dès lors qu'il s'apprête à l'ouvrir, constate avec étonnement que le loquet a été mis de l'intérieur. Edwige serait-elle rentrée? Se serait-elle assoupie et par sécurité, elle aurait bloqué l'accès à l'appartement? Mais dans ce cas, le coup de fil de son mari aurait dû la réveiller logiquement. Pourquoi n'a-t-elle pas répondu au téléphone? Et le temps qu'on se pose toutes ces questions, Dan a déjà enfoncé la porte et est rentré dans l'appartement. Oh putain, ça va vite. Bon, je vous le dis franco, Edwige a disparu. Mais sa disparition n'est apparemment pas la première à déplorer dans l'immeuble, car depuis sa construction, des locataires n'ont cessé d'être kidnappés et tués, comme nous l'apprend la vieille folle du 7e étage, par un ou une inconnue portant des gants noirs. Cette information, autant vous dire qu'elle n'aura d'autre effet qu'amplifier l'état d'angoisse de Dan, qui prendra bientôt l'initiative de contacter la police. Mais l'inspecteur Vincent Telly, qui sera plus tard officiellement chargé de mener l'enquête durant tout le film, ne viendra que le lendemain matin visiter Dan. Du coup, pour passer la nuit, Christensen se met à boire beaucoup d'alcool, puis part en balade à travers tout l'immeuble, et finit par rencontrer un barbu, la vieille folle, et enfin Barbara la brune fumant une cigarette entièrement nue sur le toit du bâtiment, qui est composé de 7 étages. Hé, tu vas où? Sur le toit du bâtiment, putain. Exactement comme dans Le Locataire de Roman Polanski, film assez angoissant que je vous recommande si vous aimez les ambiances parisiennes énigmatiques, le propriétaire de Dan vient lui reprocher de faire trop de bruit et de déranger ainsi les autres locataires. Faites le lien avec les récents événements, la tension palpable de Christensen, ainsi que les multiples questions soulevées jusque-là. À qui appartiennent ces fameux gants noirs? Est-ce un homme ou bien une femme? Agit-il ou elle seul? N'est-ce peut-être qu'une ombre? Et comprenez pourquoi. Suite à cela, le calme revient quelque peu dans l'immeuble, ce qui est assez plaisant, laissant au Danois le temps de ranger son appartement et de retrouver son calme. Laisse-moi deviner. Christensen va trouver un objet qui n'a rien à foutre là, mais qui va s'avérer utile plus tard pour la résolution de l'enquête. Un setup payoff, tu veux dire? Oui, un setup payoff, oui, c'est à ça que je faisais allusion. Et aussi, à l'avenir, je préférais qu'on se vous voit, si ça te dérange pas. Eh bien effectivement, Léonard, Christensen met la main sur un objet insolite qui aura peut-être une utilité plus tard, selon le principe du setup payoff. Et ça tombe super bien, j'ai envie de dire, car pour se frayer un chemin dans ce métrage étrange aux allures de labyrinthe, nous avons carrément besoin d'indications. Et ici je ne parle pas de labyrinthe à l'image de celui-ci, non, mais de labyrinthe autrement plus cérébral, celui des apparences trompeuses et des sentiments contraires. Si dans l'intrigue l'amour s'oppose à la haine et le plaisir à la douleur, quoique ces derniers puissent être confondus dans quelques scènes, Et quelles sont-elles? non, je pense, Léonard, que vous ne voulez pas voir ces séquences. Non, mais je déconne, hein.
bravo. Bah, du coup, je sais plus si c'est pour la scène ou pour le vouvoiement que je les connais. Ce qui retiendra notre attention réside supérieurement dans ce que l'on croit être vrai à propos de l'immeuble et du voisinage de cet immeuble. Car en effet, tous les appartements sont interconnectés par un jeu de couloirs, de faux murs, de couloirs derrière de faux murs et de portes dérobées que le héros va évidemment pouvoir mettre à jour lors d'un concours de circonstances avantageux. Ce qui m'amène à vous informer d'un dernier détail avant de passer à la conclusion, le personnage principal de l'étrange couleur des larmes de ton corps n'est en fait pas Christensen, mais plutôt le bâtiment, d'où le fait qu'on lui accorde autant de crédit. En premier lieu, il paraît important de dire qu'à force de réduire le dernier né d'Hélène Cathay et Bruno Forzani au genre qui lui correspond le mieux, on finit par occulter son intérêt principal. L'étrange couleur des larmes de ton corps n'est pas un giallo, il ne fait que pasticher ce genre très populaire dans les années 60-70. Mais il le fait bien, car au lieu de réactualiser un cinéma dépassé, il développe son propre style, emprunt à la fois de moderne et d'ancien, au centre d'un capharnaüm absolument monstrueux, un bordel organisé d'une minutie fétichiste qui fait honneur à la création artistique. Et justement, ce mélange de moderne et d'ancien lui permet de piocher dans des références connues ou méconnues, tant en matière de musique, de mise en scène ou de scénario, mais bel et bien anciennes, comme d'apporter de nouvelles idées qui deviendront peut-être un jour tant de références dans lesquelles piocher. Nous allons donc en profiter pour parler longuement de l'imagerie proposée par l'étrange couleur des larmes de ton corps, mais plus qu'une véritable analyse de celle-ci, ce sera surtout l'occasion de vous familiariser avec ce qui caractérise le cinéma d'Hélène Cathay et Bruno Forzani, au cas où un jour vous seriez amené à visionner l'une de leurs œuvres. Tout comme Amer, l'étrange couleur des larmes de ton corps m'évoque un peu Gaspard Noé. Alors pas dans la façon dont c'est filmé bien sûr, parce que Cathay et Forzani ont cette habitude de monter très cut, alors que Gaspard Noé se complaît dans le plan séquence. Mais plutôt dans l'aspect général du merdier. La lumière, les couleurs, la bande sonore, les titreuses aussi qui arborent fièrement le même genre de typographie que ça, ou encore ça. Et puis entrons dans le vif du sujet tant qu'on y est, les thèmes abordés bien sûr, la découverte du corps, le désir, la tentation, le fétichisme couplé au voyeurisme. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'étrange couleur des larmes de ton corps met énormément l'accent sur les figures, les personnalités, à tel point qu'après avoir ressenti de la gêne à les regarder expérimenter des choses interdites aux moins de 16 ans, on ressent de l'empathie envers elles et le besoin irrépressible de les observer. Le film nous veut voyeurs, le film nous fait voyeurs, ce qui peut sans conteste nous renvoyer au but même d'une œuvre vidéo, être regardé. Et tant qu'on est dans la question du regard, délectez-vous de ceci. Enchaînant les gros plans, des gros plans de verre, de couteaux, de boîtes d'allumettes, tantôt sur des mains, des yeux ou bien encore des tétons, l'étrange couleur des larmes de ton corps tournoie en une spirale ubuesque d'illustrations d'objets qui pose la question de ce qu'il est important de regarder. Alors vous allez me dire... Il est important de regarder au-delà des apparences. Oui, mais pas que. La narration est ici purement visuelle, c'est pourquoi la caméra insiste sur des objets, des éléments du décor que nous devons garder en mémoire pour la prochaine fois qu'ils entreront dans le cadre, afin de ne pas être perdus et garder le fil de l'intrigue. D'autant que le film nous propose une multiplicité des points de vue très intéressantes, rendue possible par l'utilisation de différents procédés tels que le split screen ou le jeu sur le point. Si vous fûtes perturbé par les totems d'Inception de Christopher Nolan, l'étrange couleur des larmes de ton corps vous fera connaître l'étrange douleur des larmes de l'esprit lorsque le vôtre se contorsionnera dans 1000 positions plus inconfortables les unes que les autres, afin de saisir ce qu'il doit interpréter, renvoyant le Kama Sutra pleurer aux abords du Gange. Par contre, il est très intéressant de noter que extrêmement peu de gens ont la patience de se prendre la tête sur l'étrange couleur des larmes de ton corps, alors qu'il me paraît assez complexe, tandis que l'intégralité du commun des mortels se crève le cul à essayer de comprendre Inception, qui est relativement simple. Voilà! Ça veut dire que cette foutue toupie de merde n'a plus aucune utilité depuis qu'elle appartient à Cobb. Zzz. Mais pour nuancer un peu le propos, la narration de l'étrange couleur des larmes de ton corps passe aussi par les sons, et oui, en effet, la bande son occupe une place très importante au sein de l'œuvre, à tel point parfois qu'elle surpasse l'image, que l'on a pourtant vue très forte. Le spectre des bruitages va du jouissement de plaisir aux cris de douleur exacerbés, en passant par le tintement d'une lame aiguisée, les battements d'un cœur affolé ou encore les cliquetis délicats d'un appareil photo, tout cela pour accentuer les émotions des personnages, la physique et l'atmosphère des lieux, ou juste pour détourner l'attention du spectateur d'un élément quelconque. Je fais barrage de cet extrait, parce qu'il faut pas tout montrer quand même. De surcroît, on peut noter la présence de cette même enveloppe assourdissante, grave, qui vient napper le métrage de tout son long que dans Beyond the Black Rainbow, et si ces deux longs métrages n'ont a priori absolument rien en commun, eh bien laissez-moi vous affirmer que c'est précisément l'inverse. Et oui, je ne choisis pas des films au pif dans nos Running Corridors, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une pseudo-continuité entre les épisodes. Mais oui, tout c'est clair.
Bref, L'étrange couleur des larmes de ton corps est un film qui mérite largement 1h42 de votre temps, puisqu'il dure 1h42, j'espère vous l'avoir fait comprendre dans cette vidéo. Mais si j'ai l'air de l'adorer comme la plupart des films présentés dans cette émission, sachez qu'il n'est pas exempt de défauts. Je n'ai pas trop eu le temps de vous en parler jusque-là, mais je dois bien l'avouer, on lui déplorera quelques longueurs, des raccourcis parfois grossiers ridiculisant une intrigue déjà pas très claire à la base, et force est de constater, pour finir, que ces choix formels ne séduiront pas tout le monde. Nonobstant, je vous en conjure, procurez-vous ce film d'Hélène Catet et Bruno Forzani, ne serait-ce que pour appréhender ce que représente le giallo dans la culture européenne, tout en gardant en tête que les artistes francophones ne sont pas les derniers à avoir des idées. Voilà, c'était Anarchiked Et Léonard. pour un nouvel épisode de No Running Corridors. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Tournevis.